Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infotémis du 12 décembre 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infotémis, nous avons 735 000 $ pour la culture biologique en Abitibi-Témiscamingue, une première caserne de pompiers voit le jour à Guérin, Notre-Dame-du-Nord sonne à nouveau l'alarme pour sécuriser la rue Ontario, la MRC lance son nouveau site web, 320 000 $ ramassés en Abitibi-Témiscamingue pour la guignolée des médias, un premier bilan positif pour le Centre de radio-oncologie du CISAT et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres ce mercredi soir à 18 h pour notre télé-bingo régulier. Le Centre local de développement de l'Abitibi et l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région annoncent une aide financière de 735 000 $ à l'unité de recherche et de développement en agroalimentaire de Notre-Dame-du-Nord. Les chercheurs et les producteurs vont s'épauler pour faire des essais et identifier les meilleures pratiques pour développer des grandes cultures ici. C'est particulièrement bienvenu avec les changements climatiques qu'on connaît et une plus grande conscience environnementale des consommateurs. Les agriculteurs seront formés et de l'équipement spécialisé sera acheté pour mieux comprendre les systèmes de production. L'agente de recherche Stéphanie Lavergne va chapeauter le projet. La municipalité de Notre-Dame-du-Nord sonne à nouveau l'alarme pour sécuriser la rue Ontario. Un communiqué sous forme de lettre au Père Noël a été publié afin de convaincre le ministère des Transports de faire une exception étant donné les circonstances. À la suite d'un refus d'ajouter des feux rectangulaires à clignotement rapide pour signaliser les intentions des piétons et des enfants, il y a quelques semaines, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord demande au ministère des Transports de reconsidérer leur demande. À travers une lettre au Père Noël signée par le maire Nico Gervais et le directeur général Kamel Boubaker, il rappelle l'importance de sécuriser la route principale pour éviter des accidents mortels, surtout lorsque ça pourrait impliquer des enfants. Plusieurs automobilistes ne cèdent pas le passage aux piétons, en plus de nombreux camions lourds qui circulent. De plus, la rue se situe près d'une école primaire et d'une résidence pour personnes âgées, toutes deux vulnérables en traversant une rue. La municipalité de Saint-Bruno-de-Guigue débutera une grande réflexion avec ses citoyens à l'hiver 2024 relativement à son aréna et aux travaux de réfection qui seront nécessaires à court-moyen terme. L'infrastructure construite en 1974 a toujours été assumée financièrement par les citoyens de la municipalité. Alors que le moment est venu de lui donner un nouveau souffle, ceux-ci seront consultés lors de rencontres publiques. Richard Robert, maire de Saint-Bruno-de-Guigue, croit que ces rencontres vont faire ressortir le pouls réel de la communauté. Ce dernier affirme que l'aréna est une infrastructure majeure pour le village et agit comme lieu de rassemblement pour les citoyens. C'est important de les entendre sur son avenir. Depuis presque 50 ans, le Colisée de Saint-Bruno-de-Guigue accueille les sportifs d'ici, de la région, de l'Ontario et d'ailleurs au Québec. Avec 3 arénas à proximité dans le secteur centre, le Témiscamingue peut offrir les surfaces de jeu suffisantes afin de tenir divers tournois, tous niveaux confondus, ce qui engendre un apport économique non négligeable pour les entreprises environnantes. Le Colisée de Saint-Bruno-de-Guigue accueille annuellement 4 tournois pour toutes les clientèles. Un tournoi de hockey mineur, un tournoi de hockey féminin, un tournoi de hockey intermédiaire et même un tournoi de hockey 4 contre 4. C'est un lieu incontournable pour la pratique du hockey au Témiscamingue qui se reflète même dans le nombre d'inscriptions au hockey mineur, alors que toute proportion gardée, la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigue est une des municipalités d'où proviennent le plus de joueuses et de joueurs au sein de l'Association de hockey mineur du Témiscamingue. Nous sommes convaincus que la présence d'un aréna dans notre municipalité
joue un grand rôle dans la promotion de saines habitudes de vie chez nos jeunes. Outre pour les sports de glisse, le bâtiment est utilisé entre autres comme salle de spectacle lors du Festival Western et abrite un restaurant qui bénéficie aux citoyens de Guigues, à la population témiscamienne et d'ailleurs durant toute l'année. Au printemps dernier, le Conseil de la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues a réalisé quelques études relativement aux travaux nécessaires à la pérennité du bâtiment et a consulté 2 groupes de citoyens et d'employés municipaux. Actuellement, elle se fait accompagner par Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue qui réalise un sondage auprès des organismes qui offrent des activités de loisirs afin d'évaluer les besoins à la hauteur de la MRC de Témiscamingue, mais également régionalement. À l'hiver 2024, les citoyens seront donc conviés pour donner leur avis sur l'avenir du Colisée lors de rencontres publiques sur divers scénarios potentiels qui sont étudiés actuellement. Au Témiscamingue, la municipalité de Guérin inaugure pour la première fois un nouveau service de sécurité incendie. Jusqu'à l'an dernier, la municipalité voisine assurait les interventions en cas d'incendie dans la municipalité de Guérin. Pour se doter de son propre service, la municipalité d'un peu plus de 300 habitants a donc acheté et aménagé un garage. Elle a aussi reçu un camion de pompiers de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue, la RISIT, à laquelle elle a décidé de se joindre par la même occasion. 3 pompiers sont déjà sur place à Guérin pour faire fonctionner le service. Ces pompiers pourront lancer une intervention en cas d'incendie avant d'être rejoints par les équipes des municipalités voisines, explique le maire. Le tout fut présenté aux citoyens lors d'une cérémonie samedi dernier. On avait prévu l'établissement d'une caserne avec un camion sur place. C'est la grande nouvelle puisque Guérin n'a jamais eu un service de sécurité incendie. Un camion de pompiers à Guérin, historiquement, on n'en a jamais vu. Alors, le camion est en service depuis quelques semaines. On voulait informer nos citoyens qu'à partir de maintenant, le service de sécurité incendie est présent à Guérin avec toutes les spécialités dont on a besoin. Selon le maire, l'arrivée d'une caserne de pompiers dans le village devrait aider à faire diminuer le coût des assurances des maisons. La municipalité a déboursé 150 000 $ pour l'achat du garage et pour la rénovation. Une taxe spéciale est instaurée pour couvrir les frais de ce nouveau service offert aux citoyens. Après plusieurs mois de travail et de collaboration avec une firme externe, la MRC de Témiscamingue est fière de procéder au lancement de son tout nouveau site Web, celui-ci offrant un accès simplifié sur tous les types d'appareils tels que les cellulaires, tablettes ou ordinateurs. De nombreuses informations y seront diffusées avec un souci de tenir le site à jour pour consolider son titre de site de référence par excellence du milieu municipal témiscabien. L'information sera aussi des plus utiles pour tous les Témiscabiens et Témiscamiennes soucieux de suivre les activités de la MRC. En octobre 2022, le Conseil de la MRC a octroyé un mandat à l'agence Weebit Interactive pour la refonte de son site Web à la suite d'un appel d'offres où 3 firmes avaient déposé une offre de service jugée conforme. En collaboration avec l'équipe de la MRC, la firme a développé un nouveau site avec une approche différente visant à mettre en évidence les informations les plus recherchées par la population et les partenaires de la MRC, notamment les municipalités locales. La nouvelle plateforme sera un outil à la hauteur des exigences en matière de qualité d'innovation et de flexibilité pour les personnes qui consultent le site, mais également pour la direction générale qui voit la mise à jour du contenu. Le site Web d'une organisation constitue souvent le premier contact des personnes qui cherchent une information pertinente sur la dite organisation. Il est donc essentiel pour nous que le site Web de notre MRC soit à la fine pointe non seulement de l'information, ce que nous faisons déjà, mais aussi de tous les mécanismes de communication utilisés par nos citoyens et citoyennes.
qui plus est un site web actualisé et attractif, demeure une carte de visite incontournable pour nous, précise Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC. La municipalité de Lorrainville a mis sur pied un camp de jour en guise de dépannage en jour de grève. Besoin d'un plan B pendant la grève? Ne vous inquiétez pas, le camp Éclair est là pour une semaine épique d'amusement et de découverte. Du plein air à l'art créatif, vos enfants auront une semaine remplie d'activités variées et stimulantes. Ce service est disponible au Centre Richelieu de Lorrainville les 8, 11, 12, 13, 14 décembre 2023 de 7h45 à 16h45 et ce, au coût de 25 $ par jour. Ce camp de jour est disponible aux municipalités suivantes: Lorrainville, Béarn, Fabre, Saint-Bruno-de-Guigue, Duhamel-Ouest, Saint-Eugène-de-Guigue et la Verlechère-Anglier. Pour vous inscrire, composez le 819-625-2167, poste 103, ou inscrivez-vous par courriel à loisirs@lorrainville.ca. L'avenir des travailleurs de l'entreprise forestière Rayonier Advanced Materials, RYAM, à Témiscamingue est incertain selon le syndicat Unifor. En octobre, le syndicat avait réclamé une rencontre d'urgence avec la direction après avoir été informé par voie de communiqué que l'entreprise avait mandaté les services d'une firme pour étudier la possibilité de vendre les infrastructures liées à la production de carton et de pâte à haut rendement. Olivier Carrière, adjoint au directeur québécois pour Unifor, lance qu'on est sorti de là plutôt déçu et plutôt inquiet. La réunion qui s'est tenue le 27 novembre a permis d'apprendre que RYAM cherche à vendre 2 de ces 3 structures afin de rembourser des dettes importantes. Ils nous ont expliqué que le marché du carton et de la pâte de spécialité est présentement rentable et qu'ils avaient bon espoir d'en retirer un bon prix, rapporte M. Carrière. Il se questionne sur ce qui attend les travailleurs en cas de cohabitation des 2 entreprises sur le même site. Si la vente se concrétise, l'usine de Témiscamingue serait alors dédiée à la production de cellulose pour l'industrie textile, aussi appelée de la viscose. Une matière qui ne se transige pas à des taux qui sont profitables selon Olivier Carrière. Ce dernier spécifie qu'on va vendre les 2 divisions qui sont payantes pour payer la dette et on va conserver seulement la cellulose. De surcroît, on va faire du site de Témiscamingue une usine qui va fabriquer des produits qui n'ont pas de valeur ajoutée. Bien honnêtement, c'est loin d'être encourageant pour la communauté de Témiscamingue à long terme. M. Carrière estime toutefois que la production de carton et de pâte à papier se poursuivra par le prochain acquéreur puisque le marché demeure lucratif. RYAM emploie plus de 700 personnes à Témiscamingue. L'adjoint au directeur québécois pour Unifor se dit inquiet pour les futures conditions de travail des employés puisque la convention collective devra être révisée avec le prochain employeur. Est-ce que le nouvel acquéreur a une structure qui permet d'acquérir un régime de retraite? Ça, on ne le sait pas, déplore Olivier Carrière. Le processus de vente pourrait s'étaler sur plusieurs mois. Le syndicat aurait été informé qu'aucun acheteur potentiel ne se serait manifesté jusqu'à présent. Le 7 décembre dernier avait lieu à 19h à la bibliothèque La Bouquine de Ville-Marie le lancement officiel du livre intitulé « J'ai souvenance d'un Témiscamingue » dont l'auteur est Jean-Yves Parent. C'est une compilation des chroniques des 20 dernières années diffusées à la radio CKVM. Ce livre parle des événements saillants et des personnages marquants du Témiscamingue lors des 2 dernières décennies. En hiver, les conditions routières et l'entretien des routes sont bien souvent au cœur des conversations et des désagréments. Nicole Aubin, conseillère en communication à la Direction générale de l'Abitibi-Témiscamingue du ministère des Transports et de la Mobilité durable, nous éclaire sur le sujet. Pour l'entretien des routes, certains tronçons relèvent du ministère alors que d'autres sont confiés aux municipalités. Qui fait quoi?
D'abord, le ministère est responsable de la gestion du réseau supérieur, soit les routes nationales, régionales et collectrices. Pour le Témiscamingue, c'est ce qui correspond à environ 423 km, soit 16 % du réseau routier, et cela inclut la 101, la 392, la 382, la montée Gamache et la montée Gautier. Le ministère est aussi chargé de l'entretien des principaux accès au réseau des ressources, comme les chemins qui mènent aux zones d'exploitation forestière ou minière, aux installations hydroélectriques, aux zones de récréation et de conservation sous la juridiction du gouvernement, ainsi qu'aux carrières exploitées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Au Témiscamingue, cela représente 12 km de route, soit le chemin du pouvoir à Sainte-Eugène-de-Guigue, le chemin de la pénétration et celui du lac Morin à Béarn. En ce qui concerne les rues, les rangs, on parle d'une plus faible circulation, d'un trafic qui est principalement local, dont l'entretien relève des municipalités ou des MRC. Au Témiscamingue, 15 % du déneigement est effectué par des employés du ministère, alors que 85 % sont le résultat de forfaits par appel d'offres publics et d'ententes avec des municipalités. En Abitibi-Témiscamingue, 90 camions sont nécessaires à l'entretien du réseau routier en hiver. De ce nombre, 15 camions couvrent le territoire du Témiscamingue, soit 2 opérés par le ministère et 13 par des entreprises privées ou par des municipalités. Ce sont 6 millions de dollars qui sont consacrés à l'entretien des routes en hiver au Témiscamingue sur un total de 32 millions de dollars pour l'Abitibi-Témiscamingue, soit 17 % des dépenses hivernales d'entretien des routes pour notre secteur. La conseillère en communication explique que les coûts ont considérablement augmenté au cours des dernières années en raison de l'inflation et du prix de l'essence, entre autres. Pour 2021 et 2022, on parlait de 25 millions de dollars, alors qu'on est rendu à 32 millions de dollars. Les prévisions météorologiques sont essentielles à la planification des opérations afin d'anticiper les tempêtes et les conditions atmosphériques favorables au développement de nuages annonciateurs de neige. Des stations météo-routières fixes fournissent des données importantes pour assurer l'entretien hivernal. Sur les 4 stations en Abitibi-Témiscamingue, il y en a une au Témiscamingue qui est installée près de l'aéroport à Saint-Bruno-de-Guigue. Sur le site du gouvernement du Québec, on apprend qu'il s'agit d'une route faisant l'objet d'un mode d'entretien alternatif afin de diminuer l'impact des selles de voirie sur l'environnement. On procède alors plus souvent au grattage de la chaussée et on privilégie l'utilisation d'abrasifs tels que le sable et les petites pierres. Les écoroutes permettent donc de conjuguer développement durable et déplacement sécuritaire. C'est au Témiscamingue que les premières écoroutes ont vu le jour dans la région. Il y a le chemin du Vieux-Fort à Duhamel-Ouest et le chemin Cedar Pine à Témiscamingue qui donne accès au Parc national d'Opémican. Donc, actuellement, les 2 écoroutes officielles de la région sont au Témiscamingue. De façon générale, ce sont les abrasifs qui assurent la sécurité routière, comme le sable tamisé ainsi que la pierre et le gravier concassé. Pour l'année 2022-2023, sur les 60 200 tonnes d'abrasifs utilisés en Abitibi-Témiscamingue, 15 000 tonnes ont été épandues sur les routes du Témiscamingue. En ce qui concerne le sel de déglaçage, 5 300 des 38 800 tonnes utilisées dans la région administrative l'ont été pour le Témiscamingue. La MRC de Témiscamingue est fière de vous faire découvrir une série de 3 capsules vidéo mettant en lumière le parcours inspirant de 3 relèves agricoles de son territoire. À travers l'histoire et le parcours de ces relèves, ces vidéos servent à mettre en relief les potentialités d'établissement du territoire témiscamien. Ces capsules matérialisent ainsi le synopsis du cheminement des relèves agricoles des fermes Témisca Ranch incorporée, ferme Marcel incorporée et la ferme Barry Bonlait.
Ces parcours uniques et distincts les uns des autres nous dévoilent la réalité de la vie de nos producteurs qui ont leur métier à cœur. Au-delà de sa contribution à l'économie locale, l'agriculture, c'est aussi une histoire de famille, de milieu de vie et d'appartenance à un territoire. L'agriculture, c'est une passion. Ainsi, j'aimerais que vous gardiez toujours à l'esprit que derrière chaque produit agricole transformé ou pas, se raconte l'histoire d'un producteur agricole passionné, souligne Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Enfin, ce projet répond à l'un des 7 axes d'intervention du plan de développement de la zone agricole révisée de la MRC de Témiscamingue, soit l'attractivité à travers un déploiement de stratégies d'attractivité agricole et agroalimentaire. Une nouvelle capsule vidéo sera diffusée durant les 3 prochaines semaines, soit du 11 au 31 décembre, à travers le site Internet de la MRC de Témiscamingue, les réseaux sociaux ainsi que les stations de télévision. Également, une bande-annonce sera diffusée sur l'écran du cinéma du Rift. Voici donc la première capsule vidéo mettant en scène la ferme Témisca Ranch. Moi, dans le fond, j'ai été élevée à temps partiel sur une ferme bovine, une petite ferme bovine de 35 vaches. Puis c'est de là que ça part mon amour puis ma passion pour l'agriculture, pour les bovins de boucherie. Donc, suite à ça, j'ai été étudiée à l'ITA de la Pocatière en production animale. Moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai des petits animaux, des poules, des lapins. Je faisais de l'élevage quand j'étais jeune. Je travaillais sur des fermes laitières jusqu'à ce que j'ai 18 ans. J'ai toujours aimé les vaches à bœuf. Mon grand-père en avait. Puis toutes les fois que je passais dans des champs et je voyais des vaches, je trouvais ça beau. J'ai fait un DEP en électricité quand j'avais 16 ans. Puis j'ai commencé à travailler en électricité 3-4 ans pour une compagnie. Puis après ça, j'ai parti ma compagnie électrique. Puis à 30 ans, c'est là que j'ai rencontré ma conjointe. Puis j'ai fait un choix, je voulais penser à moi, je voulais faire ce que j'aimais dans la vie. Puis j'ai toujours rêvé d'avoir une ferme à moi, mais j'y croyais pas d'en avoir une aussi grosse. La journée du 31 octobre, on est venu visiter, puis 45 minutes après, on avait une promesse d'achat de faite avec le propriétaire. Puis le 19 janvier, on était rendu ici à temps plein. J'ai vendu mes terres par là-bas après, ma compagnie électrique. On a commencé en fait avec une partie du troupeau de l'ancien propriétaire. Après ça, on a aussi gardé une partie du troupeau de la ferme de mon conjoint. Puis on a racheté 75 stars de l'Ouest pour compléter notre troupeau complet monté à 150 vaches à bœuf. On a réaménagé beaucoup la cour, reclôturé, refait les clôtures, redonné un peu de couleur, un peu de vie là, à la ferme. Sinon, on a changé pratiquement toute notre machinerie, vu qu'on est seulement 2 à travailler sur la ferme. On n'engage aucune main-d'œuvre, en fait. Donc, pour être performant et être capable de travailler à 2, on a optimisé la machinerie sur la ferme. Bien, les avantages du Témiscamingue, c'est d'avoir, comme nous ici, on a 550 arbres en culture dans un bloc. Par chez nous, en Chaudière-Appalaches, c'est tous des petits raccoins de 40-50 arbres, sans arbres. Ici, tu as 550 arbres d'un bloc, c'est pas rare. Là. Puis tout le monde nous disait qu'on ne pourrait pas faire de maïs, de soya, de canola, parce que le climat est trop court, ils me disaient, mais on peut faire tout ça. J'ai des champs de maïs, j'ai des champs de canola, il y a du monde qui ont des champs de soya ici. On trouve que le climat il est beaucoup meilleur que par chez nous, ici. On a trouvé notre petit paradis à nous. Oui, vraiment. C'est un bilan plus que positif pour la 23e grande guignolée des médias dans la région. L'Abitibi-Témiscamingue bat de 30 000 $ son record de l'année dernière et amasse un grand total de plus de 320 000 $. C'est à Rouyn-Noranda que l'on compte le plus d'argent amassé avec plus de 83 200 $, suivi de la MRC de la Vallée de l'Or avec près de 72 000 $, la MRC d'Abitibi-Ouest avec plus de 50 000 $, la MRC de Témiscamingue avec près de 46 400 $, la MRC d'Abitibi avec plus de 42 500 $
et des villes de Malartic et de Témiscamingue avec 22 631 $ et 2 621 $. Merci à toute la population pour votre généreuse contribution. Ici, au Témiscamingue, c'est plus de 75 000 $ qui a été amassé grâce à la collecte aux feux de circulation à Ville-Marie et à certains dons majeurs de plusieurs organismes et entreprises. Madame Annick Strasbourg, directrice générale du regroupement d'entraide sociale, souligne cette générosité exemplaire. On a ramassé en argent, en chèque et en virement Interac 24 734 $. On avait déjà amassé depuis le début du mois de décembre, novembre même, 11 660, dont un don du Jean 23 de 5 000 $. Desjardins qui nous ont annoncé qu'ils nous donnaient 10 000 $. Le Rodéo du Camion qui nous donne 29 000 $. Tout ça fait une belle somme de 75 394 $. Cette année, ce sont plus de 300 personnes qui se sont inscrites pour recevoir un panier de Noël en région. Rappelons que les besoins se font sentir également tout au long de l'année et qu'il est toujours possible de donner. On peut encore donner, soit par chèque, on peut envoyer le chèque ou venir le porter en avant du Provigo au 721 route 101 Nord à Duhamel-Ouest au nom des paniers de Noël du Témiscamingue. Sinon, virement Interac aussi à l'adresse courriel panier avec un S de Noël Témiscamingue à commercial@gmail.com. La question panier, la réponse Noël en minuscule, pas de tréma. Puis si vous voulez avoir un reçu, c'est important de nous renvoyer un courriel avec votre adresse. La distribution des paniers de Noël se déroulera les 15 et 16 décembre prochains. On va rappeler tous les gens qui ont fait une demande en début de semaine prochaine. On va donner un horaire. Puis les gens vont venir, ils vont faire leur petite épicerie avec un bénévole. Ils vont se promener dans les allées avec leur panier pour que ce soit équitable pour tous. Le personnel médical des salles d'urgence des hôpitaux du Québec a dorénavant accès à des trousses pour détecter des substances dangereuses dans l'urine. Le test permet de dépister des traces d'intoxication à plus de 200 substances psychoactives, dont le GHB, aussi appelé la drogue du viol. C'est une situation prise au sérieux dans les salles d'urgence puisque des cas sont détectés en Abitibi-Témiscamingue. Les autorités sont convaincues que ces trousses pourront faciliter le signalement des agresseurs sexuels auprès des corps policiers et améliorer l'accompagnement des victimes. Dans la région, le service est offert en collaboration avec la Sûreté du Québec et le test se fait directement à l'urgence. C'est parce qu'on en a besoin d'une évaluation clinique qui doit se faire auprès de l'usager qui pense avoir été intoxiqué à son insu. Cette évaluation clinique est faite par l'infirmière au triage. L'usager doit également donner son consentement pour procéder au test. C'est un questionnaire quand même assez simple, avec un consentement libre et éclairé de l'usager qui se fait en collaboration avec l'infirmière. L'usager peut être accompagné aussi, il n'y a pas de problème. C'est un test urinaire, simplement comme on le fait pour une infection urinaire qui est remis à l'infirmière et c'est très protocolaire, étiqueté et mis dans une boîte et remise à un agent de la Sûreté du Québec qui l'envoie pour l'analyse. La Sûreté du Québec contacte l'usager pour évaluer les circonstances, ouvrir une enquête au besoin et transmettre les résultats du test urinaire. Les personnes pouvant être intoxiquées peuvent ressentir des étourdissements, de la somnolence, des nausées et des pertes de mémoire. On a 48 heures pour faire le test parce qu'après 48 heures, c'est sûr que les traces de GHB ou d'autres substances sont un petit peu moins visibles au test. La présence de kétamine, de narcotiques, opioïdes, anxiolytiques peut aussi être détectée grâce à la trousse. Il est fortement recommandé à tous de surveiller son verre lors de sortie. Ça n'arrive pas juste à Montréal, ça arrive aussi dans notre petite région. Les employés de l'État amorcent une semaine complète de grève au Québec, incluant l'Abitibi-Témiscamingue. Les 10 000 fonctionnaires de l'Abitibi-Témiscamingue poursuivent leurs moyens de pression afin de faire accepter leurs demandes auprès du gouvernement du Québec. Les salaires, l'amélioration des conditions de travail et la reconnaissance sont au cœur des doléances des employés de l'État,
mais il y a aussi des demandes spécifiques pour les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue. Pour les régions, on parle davantage de la bonification des primes de disparité. Par exemple, on veut que l'Abitibi-Témiscamingue soit incluse dans le programme des primes de disparité, comme c'est le cas, par exemple, du nord du Québec. Ce qui est également important pour les syndicats du Front commun est l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre en région. Le gouvernement doit en faire plus pour les travailleurs régionaux afin que ces derniers ne quittent pas la fonction publique pour des emplois plus rémunérateurs avec de meilleurs avantages sociaux. On veut conserver notre monde, a déclaré Félix-Antoine Lafleur, l'un des porte-paroles régionaux du Front commun. Rappelons que lors de la dernière ronde de négociations, les membres du Front commun et le gouvernement Legault ne se sont toujours pas entendus sur l'offre salariale du gouvernement. Félix-Antoine Lafleur ajoute que nous voulons simplement que nos travailleurs cessent de s'appauvrir et obtiennent un salaire décent, qui tient compte de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie. Il y a eu des progrès en ce qui concerne le fonds de retraite, mais on est encore loin d'une entente en ce qui concerne les salaires. La légitimité du nouveau Conseil régional de développement est remise en question. Alors que la relance du Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue, le CRDAT, vient tout juste d'être annoncée, des élus soulèvent des inquiétudes sur la pertinence de cet organisme dans sa forme actuelle. La proximité entre Québec solidaire et l'organisation est aussi soulignée. Le CRDAT a longtemps été un organisme de concertation régionale où se côtoyaient élus, organismes et citoyens afin de parler au nom de l'Abitibi-Témiscamingue. Le 16 octobre dernier, un groupe citoyen annonce vouloir redonner un élan à la concertation régionale en relançant officiellement les activités du CRDAT. Une directrice générale est nommée, soit Valérie Morin. Auparavant, elle occupait le même poste au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les membres du conseil d'administration ainsi que différents organismes et les préfets de la région. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, a de nombreux questionnements. Elle se pose la question sur 3 éléments. La légitimité d'une organisation comme celle-là, qui n'est pas une volonté exprimée par les autorités gouvernementales et qui ne repose pas sur un mécanisme de nomination formelle. Elle se pose aussi la question sur comment on suscite la participation de tous dans un organisme comme celui-là. C'est que le CRDAT n'est plus une instance officielle reconnue par le gouvernement et ne sera donc pas subventionné ni reconnu comme un organisme parlant au nom de l'Abitibi-Témiscamingue, comme ce fut le cas autrefois. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement travaille moins avec les régions et beaucoup plus avec les MRC. D'ailleurs, les moyens financiers que le gouvernement retourne arrivent dans les MRC. Claire Bolduc explique que le premier avis qu'elle va écouter, c'est celui de ses élus, les élus de la MRC, qui sont tous branchés sur leur communauté. Elle ajoute qu'elle est tout de même prête à écouter les propositions de l'organisme. La présidente du conseil d'administration du CRDAT, Maude Labrec-Denis, a refusé de révéler qui subventionne l'organisation en ce moment. Madame Labrec-Denis précise que davantage de détails à ce sujet et sur la mission de l'organisme seront divulgués plus tard. Maude Labrec-Denis assure que son organisation est apolitique, c'est-à-dire qu'elle ne s'implique pas et ne s'affiche pas d'opinion politique. Certaines personnes ayant assisté à une rencontre du CRDAT ont exprimé ressentir un certain malaise quant à la proximité de la présidente avec le Parti Québec solidaire et Émilise Lessard-Terrien. Claire Bolduc indique, pour sa part, qu'il reste que la création des conseils régionaux de développement, c'est nommément est actuellement inscrit dans le programme de Québec solidaire. Émilise Lessard-Terrien s'est dit déçue de constater que des élus doutent de l'indépendance et de la pertinence du CRDAT. Selon elle, les élus ont tout intérêt à embarquer. C'est une initiative populaire, citoyenne, avec certaines organisations locales. Il faut prendre acte de cette volonté.
Elle dit qu'elle peut comprendre que ce soit un peu déstabilisant pour la conférence des préfets dans la mesure où, en ce moment, c'est l'organisation de concertation. La réforme de la santé inquiète le CALAC Abitibi. Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le CALAC de l'Abitibi, a interpellé cette semaine les députés de l'Abitibi-Témiscamingue, Suzanne Blais, Daniel Bernard et Pierre Dufault, au sujet du projet de loi 15, intitulé « Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace » du ministre Christian Dubé. Cet organisme demande aux députés de la CAQ de s'opposer à l'adoption de ce projet de loi qui, selon lui, va centraliser les lieux de décision et n'améliorera pas l'accès aux soins. Le projet de Christian Dubé, qui comporte 1180 articles, confirme notamment la création de Santé Québec, l'agence qui sera responsable des activités liées au système de santé. Santé Québec deviendra le seul employeur dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les CIS et les CIUS seront intégrés dans cette nouvelle structure. Selon l'organisme, l'adoption de ce projet de loi va susciter de la grogne populaire contre le gouvernement. Le CALAC Abitibi dit qu'il s'oppose à l'hypercentralisation, à la perte de démocratie et à l'opacité à venir dans la gestion du réseau. Notre organisation se questionne sur la prise en compte des réalités locales ainsi que sur l'instrumentalisation des organismes communautaires en santé et en services sociaux. Il soulève plusieurs inquiétudes, notamment en ce qui a trait à ce qu'il qualifie de privatisation du système de santé, puisque la réforme Dubé choisit d'orchestrer un système où l'État subventionne les compagnies privées de santé. Le projet de loi 15 accélérera le développement de la médecine privée au Québec, s'inquiète l'organisme qui demande aux députés d'agir en refusant d'adopter le projet de loi. Les clubs de motoneige mettent les bouchées doubles pour préparer les sentiers. L'administrateur régional de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec appelle les motoneigistes à la prudence et à ne pas s'aventurer dans les sentiers. Selon Mario Poirier, les clubs de motoneigistes s'affairent actuellement à préparer les sentiers pour s'assurer de la sécurité des usagers. Il demande aux membres de contacter leur club local pour en savoir plus sur les conditions des sentiers. Actuellement, les clubs sont vraiment dans le rush de début de saison. Il y a beaucoup de secteurs où il faut qu'ils balisent, remettent la signalisation, comme dans les champs des cultivateurs par exemple. Il y a plusieurs sections qui sont quand même carrossables, mais il ne faut pas oublier qu'en Abitibi-Témiscamingue, on est dans une région où il y a énormément de milieux humides et il y a toujours au moins 50% des sentiers qui sont vraiment faits en forêt. On n'est jamais à l'abri d'une roche ou d'une souche à ce temps-ci de l'année, car il n'y a pas beaucoup de neige. Puis, dès qu'il y a un redout, partout où il y a des plans d'eau qui sont recouverts par la neige, il y a des risques d'enlisement. On invite les adeptes de motoneige à rester à l'affût des informations des clubs de la région. On compte 12 clubs avec le nord du Québec et que chacun d'eux compte une vingtaine de bénévoles. On demande aux membres d'être patients alors que le couvert de neige n'est pas suffisant pour lancer la saison. L'ouverture de la saison dépend de la quantité de neige au sol. Le club a déjà vendu près de 1200 cartes de membres. Le total pourra atteindre 1500 membres d'ici la fin de l'année. Quand la consommation de cannabis est trop facile à cacher à l'école, les vapoteuses pour consommer du cannabis, aussi appelées wax pens, sont de plus en plus faciles à dissimuler. Les petits produits peuvent ressembler à un crayon, diminuant ainsi les possibilités d'intervention dans les écoles. Les vapoteuses sont sans odeur, la fumée produite est quasi absente et sont faciles à se procurer. Par un ami, une connaissance, par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat également. Même sur Internet. Malheureusement, on n'a qu'à cocher la case 18 ans et plus. Si on a une carte prépayée ou de crédit, on peut s'en procurer et se livrer directement à la maison. Les risques, eux, sont nombreux, comme l'altération du développement du cerveau et les risques de souffrir d'anxiété.
L'élève peut avoir un comportement perturbé. Cela a un impact sur sa disponibilité en classe, soit être beaucoup plus dans la passivité, on peut le voir couché sur le pupitre, ou être plus réactif avec un ton agressif. C'est certain que ça a un impact sur leur fonctionnement. On voit des changements d'humeur et on peut également constater certains malaises. Des mesures de sensibilisation et de prévention sont en place dans les écoles. L'élève soupçonné de consommer ou d'avoir en sa possession du matériel de consommation peut être interpellé à l'école. Les autorités scolaires mentionnent devoir confisquer les vapoteuses de nicotine puisque l'achat et l'utilisation sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. Les parents sont avisés, un retour à la maison est demandé et des rencontres avec les intervenants de l'école sont organisées. La majorité des parents sont surpris. Ils sont déstabilisés face à cette information transmise. Cependant, ils sont très collaborateurs pour rechercher des solutions pour prévenir et peut-être enrayer cette problématique pour que ça ne revienne pas une deuxième fois. La Banque du Canada a maintenu son taux d'intérêt directeur à 5 % mercredi passé, encouragé par les signes indiquant que les taux plus élevés contribuent à réduire l'inflation. Dans un communiqué de presse, la Banque centrale indique que les taux d'intérêt plus élevés freinent nettement les dépenses, la consommation et les investissements des entreprises demeurant relativement stables cette année. C'est la troisième fois consécutive que la Banque centrale choisit de maintenir son taux directeur alors que les prévisionnistes s'attendent généralement à ce que la Banque du Canada abaisse ses taux. Toutefois, la Banque du Canada n'exclut pas de futures hausses de taux, avertissant que son conseil d'administration reste prêt à les augmenter encore si nécessaire. Plombée par des coûts d'emprunt plus élevés, l'économie canadienne a eu du mal à croître de manière régulière cette année. Parallèlement, l'inflation a considérablement diminué au cours de l'année écoulée, atteignant 3,1 % en octobre. Une nouvelle ligne d'écoute en matière de prévention du suicide est maintenant disponible partout au Canada. Cette ligne est disponible en tout temps par téléphone et messagerie texte en composant le 988. Le gouvernement du Canada a investi une somme de 156 millions de dollars sur 3 ans afin de mettre en œuvre cette ligne qui a pour but de rendre les ressources plus accessibles. Selon le portrait 2023 des comportements suicidaires au Québec de l'Institut national de santé publique du Québec, le taux de suicide en Abitibi-Témiscamingue était de 20,3 par 100 000 personnes dans la région au cours de la période 2018-2020, l'un des plus élevés du Québec. Cependant, la province de Québec n'a pas l'intention d'utiliser ce service car le service qu'elle a déjà en place depuis plusieurs années, soit le 1866 Appel, fonctionne très bien et est déjà très connu des gens de la province. Les intervenants du Centre de prévention du suicide du Québec sont disponibles 24/7. Avec l'inflation qui frappe le pays et la hausse des prix des aliments, il s'avère que plusieurs personnes vont revoir, si ce n'est pas déjà fait, la composition de leur menu pour le temps des fêtes. Sylvain Charlebois, expert du domaine agroalimentaire, confirme que votre repas de Noël pourrait vous coûter de 7 % à 8 % plus cher que celui de l'an dernier. Si l'on garde la traditionnelle dinde pour nourrir de 4 à 10 personnes, c'est environ entre 95 et 110 $ en tout, donc entre 9,50 et 12 $ par assiette. Sylvain Charlebois met aussi en garde contre le fait d'acheter tous les produits au même endroit lorsque vous faites vos emplettes. Les gens peuvent trouver une aubaine sur la dinde, mais souvent, ils vont aussi acheter de la farce, les canneberges, les carottes, les patates, etc. au même endroit et souvent, ces produits sont plus chers. Selon M. Charlebois, l'astuce à garder en tête est donc de planifier vos repas et de développer une stratégie pour acheter tout ce qu'il vous faut sur plusieurs semaines. L'expert en agroalimentaire vous suggère également de vous tourner vers des repas moins traditionnels et moins coûteux, comme le jambon, le poulet ou le saumon. La formule potluck est aussi de plus en plus populaire.
La nourriture est plus chère cette année, alors les hôtes n'hésiteront pas à demander à leurs convives d'apporter des plats ou des convives prendront l'initiative de le faire. En prévision de la saison 2024, la Société de protection des forêts contre le feu, communément appelée la SOPFEU, lance officiellement sa campagne annuelle de recrutement de pompières forestières et de pompiers forestiers. Ce vaste appel de candidature qui se déroule jusqu'à la mi-janvier 2024 vise à recruter des femmes et des hommes pour soutenir l'organisation dans la poursuite de sa mission visant à protéger la forêt, les communautés et les infrastructures stratégiques contre les incendies de végétation tout en assurant la pérennité du milieu forestier. Il s'agit d'un emploi unique et valorisant qui amènera les candidates et les candidats à voyager partout en province, voire au pays et à l'étranger, et à se dépasser au quotidien. C'est une possibilité de carrière diversifiée et stimulante, près de la nature et au cœur de la forêt. C'est aussi la chance de voyager parfois en hélicoptère ou en véhicule tout-terrain pour arriver à son lieu d'assignation et de combattre des incendies de forêt. La SOPFEU sélectionne, forme, entraîne et développe elle-même ses ressources afin de permettre aux employés de bonifier leurs compétences et d'évoluer dans l'organisation. Pour poser sa candidature, il est nécessaire de détenir l'un des diplômes suivants: diplôme d'études professionnelles, diplôme d'études collégiales ou un baccalauréat dans l'un des domaines suivants: foresterie, faune ou aménagement, sécurité incendie, écologie, biologie, environnement ou géographie, loisirs et tourisme d'aventure ou tout autre domaine connexe pertinent, ou détenir un minimum de 3 années d'expérience de travail en forêt. Pour de plus amples renseignements ou pour poser sa candidature, les personnes intéressées sont invitées à visiter la section « Devenir pompier forestier » sur le site web de la SOPFEU. Les membres du conseil d'administration du CISAT se sont réunis jeudi dernier à Amos et le Centre de radio-oncologie régionale était à l'ordre du jour. Soufflant sa première bougie, le centre continue d'élargir son offre de services à la population. Dans la dernière année, 300 patients ont pu recevoir des soins dans cet établissement de santé situé à Rouyn-Noranda. D'ailleurs, l'équipe oncologique prodigue entre 15 et 18 soins par jour, soit près de 3070 traitements annuellement. Tout en effectuant mes recherches de nouvelles, cette semaine, je suis tombée sur cette chronique que je trouvais tout à fait appropriée pour cette période de l'année, donc j'ai décidé de vous en faire part. La période la plus festive de l'année s'amorce. Êtes-vous pris d'une soudaine frénésie? Vous lancez-vous corps et âme dans la consommation? Bouffe, cadeaux, décorations, vêtements. Le ménage moyen dépensera 1 059 $ pour ses achats cette année au Québec, soit 43 % de plus qu'il y a 5 ans. Selon le baromètre du Conseil québécois du commerce de détail, 61 % des Québécois donnent des cadeaux dans les temps des fêtes et ce, peu importe l'état de leur portefeuille. Et 42 % des achats seraient déjà faits. C'est un peu comme si Noël était un moment privilégié dans une bulle protégée de l'inflation galopante qui fait exploser les prix de la dinde, du beurre, des jouets et des tenues scintillantes. Mais peu importe le revenu disponible, les envies et la liste de cadeaux au Père Noël qui s'allonge, certains décident d'emprunter la voie de la simplicité. Des parents qui disent non à leur enfant, petit ou grand, ça existe. Quand ils étaient plus jeunes, je m'appliquais à respecter la règle des 4. Un item dont ils ont besoin, un cadeau qu'ils demandent, un truc à lire et un truc à porter. Le but? Me tenir loin des présents inutiles, des bébelles en plastique fabriquées en Chine dont ils se désintéressent au bout de quelques semaines, voire jours. Aujourd'hui, ce sont des adolescents avec des demandes d'adolescents. Les gadgets électroniques et les objets technologiques trônent au haut de leur palmarès de cadeaux. Je ne suis pas contre, mais ils doivent participer aux cadeaux avec leur propre argent. Tous les deux travaillent occasionnellement. Et le cadeau de Noël compte pour deux.
soit à la fois pour cette fête et leur anniversaire. Aussi, selon le montant du dit objet de convoitise, je sollicite la participation des grands-parents ou autres personnes de la famille qui me réclament des idées de cadeaux. Tout le monde est heureux et le coût est amorti. Chaque année, à cette période-ci, je me questionne. Est-ce qu'on donne trop de cadeaux aux enfants à Noël? Comment éviter la surconsommation tout en préservant l'esprit et la magie des fêtes? D'une part, j'ai le souci de faire plaisir à ma progéniture, mais est-ce que leur faire plaisir passe vraiment par le geste de leur donner quelque chose? Est-ce qu'un moment privilégié passé ensemble est une avenue intéressante? Par exemple, une sortie au musée et ciné avec ma fille, puis une escapade aux glissades et au resto avec mon fils. Je vous garantis que si on suit les intérêts des enfants, même une fois adolescents, ce genre de stratégie fonctionne à merveille. Et quand on prévoit le coût à l'avance, en mettant des sous de côté petit à petit avant les fêtes, c'est accessible. L'idée est de suivre son budget et ses valeurs, pas de faire compétition avec son entourage, ses amis et sa famille. Ah, le fameux syndrome du voisin gonflable. J'aime aussi me remémorer les sages paroles d'une amie psychoéducatrice qui m'a récemment rappelé qu'un enfant ne naît pas gâté. Souvent, il va s'attendre à en recevoir plus parce qu'il en a reçu beaucoup dans le passé. Autre point dont nous avons discuté, lorsque notre enfant nous semble gâté, peut-on le dégâter? La réponse est oui. D'abord, en faisant une petite introspection. Est-ce que notre approche comme parents est adéquate? Quel est notre propre comportement côté consommation? Et en partageant nos réflexions avec notre enfant. Et ensuite, en fixant des limites et en s'y tenant. Elle me rappelait d'ailleurs la règle des 5 C, toujours pertinente. Les consignes et les limites devraient être claires, concrètes, cohérentes, constantes et conséquentes. Je sais, ce n'est pas toujours facile. On fait tous du mieux qu'on le peut. Je deviens un peu meilleure chaque année en refusant de céder aux élans de surconsommation. Et je ne me gêne pas pour en parler à mes proches. Je les mets en garde. La simplicité et la sobriété ont meilleur goût. Oui à la joie, non à l'avalanche de cadeaux. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Infotémis, je vous invite à regarder l'illumination du sapin de Noël à Notre-Dame-du-Nord qui s'est tenue vendredi dernier. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir!